Merci de nous rejoindre sur Al24 News. C'est l'heure des pros de l'écho, votre rendez-vous hebdomadaire 100% économique. Une occasion pour nous aujourd'hui d'aborder une thématique un peu particulière et peu commune dans le monde de l'économie traditionnelle. Il s'agit de l'industrie du football. Ce sport né en Angleterre et bercé au Brésil a bien grandi depuis pour devenir l'un des business les plus juteux au monde. Il pèserait dans les 400 milliards de dollars selon certaines estimations récentes. Alors, tantôt objet de fascination et de rêve pour des millions de jeunes, le football s'est doté d'une véritable chaîne de valeur, une industrie moderne, un secteur d'activité à part entière qui, depuis une trentaine d'années, s'est fait une place de choix dans le carré VIP des économies qui rapportent le plus au monde, mais a permis également l'émergence d'autres segments d'activité, notamment en sous-traitance, et qui en dépendent aujourd'hui très étroitement. Alors, comment analyser la mutation économique du football? Quels sont les fondements macroéconomiques et financiers? Et peut-on réellement le considérer comme une économie à part entière? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Et pour en parler ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir un vrai économiste du football, Luc Arondel. Vous êtes chercheur au CNRS et enseignant associé à PSE. Vous êtes également l'auteur de L'argent du football. Bonsoir monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Le football donc, une entreprise qui ne connaîtrait pas la crise. Élément de réponse dans ce sujet, signé Imen Merad. Qui s'imaginait qu'après 2 siècles de sa création sur une île, le football allait devenir l'une des toutes premières attractions des humains et leur sport favori. Plus qu'un sport, un véritable phénomène socio-économique. Le football a pu s'imposer au fil des années dans les 4 coins du monde. Désormais roi, il règne également sans conteste sur la galaxie du spectacle. Mais si le foot a pu connaître pareille destinée, c'est en grande partie grâce à son industrialisation, à partir des années 70 pour connaître une ascension fulgurante sur le plan économique dans les années 90. L'Europe, berceau du ballon rond, s'est peu à peu accaparé les plus grosses parts du marché en impliquant les médias dans la partie, mais également les équipements sportifs. Au cours de la fin des années 90, le chiffre d'affaires des championnats européens s'est considérablement accru. Les taux de croissance annuels ont atteint 25% en Angleterre et en Espagne et 17% en Italie. Le chiffre d'affaires du championnat anglais a atteint 1,7 milliard d'euros, celui du championnat italien 1,1 milliard d'euros et celui du championnat allemand 1 milliard. La retransmission des matchs à la télé permet alors une expansion de l'intérêt que portent les masses populaires à ce sport. Une équation qui sera aussitôt extrapolée sur la chaîne de valeur de l'industrie du foot, car il s'avère qu'en dehors du carré vert, les matchs peuvent également générer de l'argent, beaucoup d'argent. Publicité, droits télé, paris et marché des transferts, autant de débouchés qui ne laissent pas indifférents les investisseurs et les plus grosses fortunes mondiales, à la recherche du nouvel Eldorado économique, une sorte de capitalisation boursière qui ne dit pas son nom. Début du XXIe siècle, la notion du foot business prend alors tout son sens. Une réalité cristallisée par les salaires des joueurs qui échappent désormais à toute logique économique. Les zéros sur les chèques ne se comptent plus car les affaires sont rentables. Vente de maillots, placement de produits et droits d'image permettent aux clubs de réaliser des plus-values importantes avant de revendre la poule aux œufs d'or au plus offrant. Dans le monde du ballon rond, riche comme Crésus est une expression passée de mode. Riche comme un footballeur s'accommode mieux avec l'image projetée par certaines stars dont la fortune amassée en 20 ans de carrière peut dépasser le milliard de dollars dans certains cas.
Le football, une entreprise qui ne connaît pas la crise. Une entreprise qui ne connaît pas la crise, le football, c'est ce qu'on va tenter de savoir justement avec notre invité Luc Arondel. Est-ce que vous pouvez nous retracer justement les étapes qui ont fait que le football passe du stade d'un sport très populaire à celui d'une économie structurée et très performante sur le plan financier? Oui, alors pour ça, il faut décomposer un petit peu, enfin, faut remonter effectivement aux origines du football, donc à la fin du 19e siècle. Et donc, c'est vrai que quand on fait l'analyse de toute cette période, enfin de ce siècle qui a vu le football se développer, il y a différentes périodes, on peut définir différentes périodes. Il y a une période qu'on appelle traditionnelle, qui est un petit peu à l'initiation du football, à la naissance du football. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une période qui est caractérisée par le fait que les compétitions commencent à se structurer. Ensuite, vous avez la période qui est après qui correspond à l'entre-deux-guerres, hein, où on voit effectivement le professionnalisme apparaître un petit peu dans tous les pays. Alors même si ça s'était apparu avant en Angleterre, en 1888, mais par exemple en France, le professionnalisme c'est 1932. Donc on voit effectivement le professionnalisme dans le football qui se développe donc dans l'entre-deux-guerres. Donc c'est ce qu'on appelle une période un peu moderne qui est précoce. Ensuite, vous avez donc la période après Seconde Guerre mondiale, où là on voit quand même que le football se mondialise parce qu'il bénéficie de tous les développements technologiques qui permettent de diffuser un petit peu les compétitions. Et notamment, par exemple, il y a un point effectivement de référence qui est la Coupe du Monde 66, qui est vraiment le premier événement qui est diffusé très très largement dans le monde entier. Et puis vous avez, comme vous l'avez décrit dans votre reportage, c'est à partir des années 90, eh bien c'est ce qu'on appelle la période postmoderne du foot, qui correspond à ce qu'on a un petit peu en tête quand on parle de foot business, même si il y a toujours eu du business dans le foot, même à l'origine. Et donc c'est un petit peu la période postmoderne qui correspond à peu près aux 30 glorieuses du foot, quoi. Très bien. Alors justement, peut-on réellement affirmer que le football est devenu une industrie? Et quel est selon vous le point de rupture dans l'histoire de ce sport qui a fait que l'on franchisse cette étape? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Alors, il y a un problème. Je répète ma question. Je dis, peut-on réellement affirmer que le football est devenu une industrie? Et quel est selon vous le point de rupture dans l'histoire de ce sport et justement qui fait que l'on ait franchi cette étape? Je pense que c'est ce que je disais, le point de départ, c'est vraiment, enfin, ce qu'on associe foot business, c'est à la période post-moderne du foot, c'est-à-dire qui commence aux années 90. Alors, on a tendance à dire que que ça commence avec l'arrêt Bosman, qui libéralise le marché du travail, mais c'est vraiment une condition nécessaire, mais qui est loin d'être suffisante. C'est-à-dire que c'est aussi à ce moment-là qu'on voit l'argent qui arrive dans le foot, c'est-à-dire que notamment à travers surtout les droits télé et l'arrivée des milliardaires. Donc c'est vraiment les deux événements qui permettent d'expliquer la croissance économique du foot, pas simplement le droit Bosman. L'arrêt Bosman, ça a permis effectivement de libéraliser complètement le marché du travail en Europe, quoi. Donc ça a permis par exemple aux joueurs européens de jouer dans n'importe quel club européen. Donc c'est à partir de ce moment-là, mais c'est surtout expliqué par l'arrivée de l'argent à travers les droits télé et aussi par quelques milliardaires qui vont investir dans le foot. Massivement. Qui vont investir massivement, oui. Très bien. Alors, l'on estime à peu près à plus de 400 milliards de dollars le chiffre d'affaires lié au football dans le monde. Les 10 premiers clubs au monde, justement, pèsent quant à eux un chiffre d'affaires global d'environ 6,4 milliards de dollars. Qu'est-ce que ces montants ont de particulier par rapport à d'autres sports qui génèrent généralement ou plutôt également beaucoup d'argent? Alors, c'est vrai que si on cumule un petit peu le chiffre d'affaires, alors si on se restreint à l'Europe, par exemple, aux 5 plus grands championnats, on arrive à un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 17 milliards d'euros pour les championnats de première division des 5 plus gros championnats. Donc l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. Exactement. Ouais. Donc vous dites que c'est beaucoup d'argent, c'est finalement, comparativement à la passion que le football suscite, c'est très très peu d'argent. Donc 17 milliards d'euros, c'est vraiment
c'est loin d'être le chiffre d'affaires d'une multinationale. Donc, il faut aussi relativiser tout ça. C'est vrai que, alors, vous citez le chiffre de 400 milliards. Effectivement, je pense que c'est tout ce qu'entraîne un petit peu le football, mais quand on parle effectivement d'argent des clubs, c'est beaucoup moins. Alors, par rapport à d'autres sports, je pense que ce qui est intéressant, c'est de le comparer au sport américain, par exemple, au football américain, qui génère à peu près 10 milliards à lui tout seul, qui génère à peu près 10 milliards de droits télé, rien que pour le football américain, quoi. Oui, très bien. Donc, et justement, vous le disiez, vous le précisiez, et nous le disions dans le sujet signé Imen Merat, que c'est à partir des années 90 que le football est entré dans une espèce de phase industrielle, avec comme fer de lance une évolution substantielle des salaires des joueurs. Qu'est-ce qui a changé concrètement ? En ce qui concerne le salaire des joueurs, ce qui explique l'inflation des salaires, c'est vraiment bon. C'est vrai que c'est vraiment la libéralisation du marché du travail au niveau européen à travers la décision de la Cour de justice européenne qui permet à tous les ressortissants européens de travailler dans les pays européens. Donc ça, c'est le fameux arrêt Bosman. Oui. C'est là qu'on va voir quand même la possibilité pour les grands joueurs de jouer dans n'importe quel de club européen, ce qui va créer aussi une concurrence entre les clubs, quoi. Et puis la deuxième raison, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est aussi l'arrivée de l'argent à travers les droits télé. Oui. Donc la grande différence avec les États-Unis, c'est que le système, les ligues sportives européennes sont beaucoup plus libérales qu'aux États-Unis, ce qui fait qu'effectivement les clubs sont en concurrence les uns avec les autres pour s'acheter entre guillemets les meilleurs joueurs, ce qui fait que finalement quand on regarde, c'est essentiellement les joueurs de foot qui ont capté l'argent qui est généré par le football, quoi. Il faut savoir que les clubs de foot ne font. Alors vous citiez une entreprise qui connaît pas la crise. Ouais. Il faut quand même préciser que les entreprises de football, c'est-à-dire les clubs de football, ne font pas de profit, contrairement à une entreprise classique, quoi. Donc, alors c'est plutôt les actionnaires qui font du profit. Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire que vous faites pas de profit vous faites pas de profit dans le football jusqu'à présent parce qu'effectivement l'essentiel des budgets des clubs va à la masse salariale. Ouais. Quoi. C'est pour répondre à votre question, c'est-à-dire c'est pour ça que les salaires sont très très élevés, quoi. Donc finalement c'est les travailleurs du football qui captent un petit peu la rente qui a été générée par le football. C'est vraiment comment dire. C'est une des seules activités où on voit effectivement que ce sont les travailleurs qui captent la rente du football et non pas les entre guillemets les capitalistes ou les propriétaires, quoi. Donc c'est assez de ce point de vue-là, c'est assez spécifique. Alors le premier peut-être joueur de l'histoire qui a justement caractérisé ce foot business, c'est le fameux Brésilien Ronaldo qui, selon les médias occidentaux, a été le premier joueur justement qui incarnait ce foot business. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, hein, le terme foot business, il a été créé par le premier président de la Ligue anglaise. Donc, vous voyez, effectivement, c'était un drapier écossais qui a dit football is a big business. Donc, c'est déjà. Parce que, bon, je ne sais pas si quand on fait un peu d'histoire, on voit bien qu'effectivement, le football, il est passé, donc il a été pratiqué par les aristocrates au départ, et effectivement, ça s'est démocratisé finalement. Et quand les classes populaires se sont mis à jouer au football, il fallait bien les rémunérer. Donc voilà, donc ça a été créé à ce moment-là. Alors après, effectivement, après, ça va être un problème d'échelle, et je pense qu'effectivement, ce que vous avez en tête, c'est lorsque les salaires des joueurs vont exploser. Exactement. Je pense que simplement, Ronaldo, c'est peut-être pas le premier. Je pense que le premier, effectivement, historiquement, la première un peu rockstar du football, ça a été George Best dans les années 60. Irlandais, ancien joueur de Manchester United. Ouais, voilà, qui a été Ballon d'Or en 68. Qu'on appelait le 5e Beatles, qui a été vraiment le premier qui a commencé vraiment à rentabiliser un petit peu son talent. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est par rapport à ce que vous dites, c'est par rapport aux échelles. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, si on rapporte George Best était le joueur le mieux payé dans les années 60 en Europe, et ça correspondait à peu près à 70 fois
le salaire minimum français. À l'époque, Si de l'époque, vous on voulez regarde dire. aujourd'hui, Ouais. par exemple, ce que touche le plus gros salaire du football, c'est-à-dire c'est Messi ou Mbappé, on est dans un rapport de l'ordre de 5 000 à 6 000 le salaire minimum. Donc effectivement, les salaires Ce qui est inconcevable pour certaines catégories professionnelles. Oui. Très bien. Alors justement, cette Europe, vous en parlez, elle concentre pour le moment le gros des investissements dans le football, notamment au niveau des 5 plus grands championnats. Donc on les a cités, hein. Donc il y a la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et l'Angleterre. Des investissements qui sont fructueux dans la plupart des cas. Peut-on affirmer que le football est une entreprise justement qui ne connaît pas la crise ? Jusqu'à présent, c'est vrai que depuis les années 90, elle a passé toutes les crises. Hein. Elle a passé la grande récession de 2008 sans problème. Effectivement, récemment, elle a eu. La période Covid qui a peut-être. A eu quelques problèmes avec le Covid, notamment des problèmes de liquidité qui ont entraîné un peu certains comportements, certaines arrivées de nouveaux investisseurs. Mais on n'a pas encore les chiffres, mais grosso modo, c'est vrai qu'on est reparti sur un trend haussier maintenant. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est vrai qu'on peut dire que l'économie du football n'a pas connu la crise. Regardez, si on regarde par exemple du côté de l'Angleterre, les droits télé ont été renégociés, et donc même si les droits domestiques ont un peu diminué, les droits internationaux ont pris le relais. Donc on est aujourd'hui dans un ordre de montant qui est un petit peu qui a atteint à peu près 4 milliards d'euros pour les droits télé en Angleterre. Donc c'est vrai qu'on est loin de ce point de vue-là, on ne connaît pas la crise. Oui. Luc Arondel, les clubs espagnols ont quand même souffert de la période post-Covid. On a vu beaucoup de clubs justement qui étaient surendettés. Il y a même le FC Barcelone qui s'est retrouvé dans une situation de surendettement. Quel commentaire vous pouvez apporter par rapport à ça ? C'est vrai. De toute façon, même en France, les clubs, la plupart des clubs européens ont eu des problèmes de liquidité. Mais ça, c'est effectivement, vous avez un choc économique, le choc sanitaire plus le choc économique qui a suivi. Forcément, effectivement, vous allez avoir des problèmes au niveau des clubs de foot. Oui. Et pourquoi il y a eu des problèmes au niveau des clubs de foot? C'est que les contrats, comme je disais tout à l'heure, l'essentiel du budget va au salaire. Les contrats salariaux des joueurs avaient été négociés avant la crise du Covid, donc il a bien fallu honorer ces contrats. Et donc quelque part, c'est vrai que l'année d'après, les clubs ont été en difficulté financière parce qu'ils ont connu aussi une baisse des recettes due essentiellement au huis clos, quoi. Donc voilà, donc c'est pas forcément anormal. C'est un peu comme dans l'économie en général, les clubs ont eu quelques difficultés. Alors après, c'est vrai que là vous citez le club de Barcelone, c'est vrai que ça peut être un des facteurs qui explique l'arrivée, par exemple, des fonds d'investissement américains qui ont donc, entre guillemets, profité des besoins de liquidité des clubs de foot pour investir dans le football. Et ça a été le cas aussi à Barcelone, puisque effectivement, ils ont vendu une part de leurs droits télé à travers la vente de parts de sociétés commerciales, et puis aussi ils ont aussi vendu une part de leurs revenus commerciaux toujours de la même façon, et donc ça aussi ça a été ces parts ont été achetées par des fonds de private equity américains. Justement, Luc Arondel, les salaires des joueurs sont aujourd'hui la façade de l'économie du football. Certains disent que ce n'est que la partie visible de l'iceberg, pardon. Quelle est l'autre partie selon vous ? Moi, je vois que celle-là. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment les joueurs qui. L'essentiel des budgets des clubs, c'est les salaires. Hein. Oui. Donc le reste, c'est assez marginal. Alors on a vu l'arrivée de certains investisseurs qui ne s'intéressaient pas peut-être au football avant les années 90. J'en veux pour preuve les Chinois, les Américains ou même certains pays du Golfe. Est-ce que cela, justement, a changé un peu la conception économique du football, notamment en Europe ? Je pense que c'est vraiment, alors on parlait de période postmoderne, effectivement les 30 glorieuses du foot, on va dire, on les situe entre 90 et 2020. Je pense que quelque part, nous c'est un peu ce qu'on analyse dans notre ouvrage avec Richard Duhautois, c'est-à-dire qu'on entre peut-être dans une période nouvelle, c'est-à-dire une période qu'on qualifie d'hyper-moderne et qui serait effectivement, dont un des facteurs, une des caractéristiques, ce serait l'arrivée de nouveaux investisseurs
qui contrairement à leurs prédécesseurs, vont rechercher la rentabilité dans le football, quoi. Donc, à travers la rentabilité, vous l'avez soit sur la plus-value des clubs, par exemple sur le marché ou sur le marché des transferts. Oui. Donc, effectivement. Et donc, je pense que quelque part, si ces nouveaux investisseurs, surtout essentiellement américains, arrivent dans le foot européen, c'est que je pense qu'effectivement, ils croient dans le potentiel de croissance du football européen. C'est aussi peut-être lié au football, au soccer dans leur pays, parce qu'effectivement, ils vont organiser la prochaine Coupe du Monde. Oui. C'est aussi lié aux difficultés financières qui ont fait suite au Covid. C'est aussi lié au fait qu'il y a peut-être aussi une anticipation concernant la réforme des compétitions en Europe. Et ce qu'il y a derrière, c'est vraiment le projet de Super League, plus ou moins fermé. Donc peut-être qu'ils ont aussi en tête ce modèle qui correspond plus à leur culture sportive américaine. Comme la NBA, on peut transposer ça sur la NBA, par exemple. Comme la NBA, comme le soccer aussi, comme le soccer est organisé la MLS, de cette façon-là aux États-Unis. La MLS, c'est plutôt une franchise. C'est des franchises. Alors, donc, effectivement, avec aussi la grande différence, c'est peut-être là qu'ils vont peut-être déchanter, c'est le fait que la MLS, elle est gérée aussi de manière centralisée, c'est-à-dire qu'il y a une négociation en amont tous les ans pour décider du partage entre les salaires et les profits, ce qui n'est pas du tout le cas en Europe. C'est un petit peu une économie à fond renversé, c'est-à-dire autant le système économique aux États-Unis est libéral, autant la façon dont ils gèrent les sports collectifs est peut-être, d'une certaine manière, peut-être comparée un petit peu au fonctionnement d'une économie soviétique. Oui. Très bien. Alors, Lucas Rondel, sur quoi justement repose la structure économique du football, que ce soit au niveau des clubs ou des fédérations ou même de la FIFA, et quels sont les principaux acteurs qui en font une industrie justement aujourd'hui, que ce soit en amont au niveau des investissements, comme on l'a bien précisé, ou en aval au niveau de la commercialisation des produits foot? Alors c'est vrai que si on regarde un petit peu comment ça fonctionne, les clubs jusqu'à présent, les clubs en Europe, il y a un arbitrage entre comme je disais tout à l'heure, c'est pas une entreprise comme une autre. Oui. Et donc c'est comme des entreprises dont l'objectif est de maximiser les victoires. C'est-à-dire c'est quand même ça. Il y a quand même un critère sportif. Donc effectivement, le problème, c'est si vous voulez gagner sur le terrain, eh bien, c'est au détriment un petit peu de vos performances économiques. Alors, il y a d'autres clubs qui peuvent faire un arbitrage autre, mais quelque part… Mais on a vu des clubs qui sont performants. C'est un petit peu cette logique-là. Donc, c'est une industrie quand même très, très, très particulière. C'est-à-dire que c'est vrai que si vous voulez gagner des titres, eh bien, il faut dépenser beaucoup en masse salariale. Alors après, vous citiez aussi les fédérations, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire, c'est effectivement, là, vous organisez des compétitions, vous lancez des enchères. Alors là, la FIFA fonctionne d'une manière où, effectivement, ils décentralisent beaucoup de leurs coûts, puisque, effectivement, les coûts sont supportés surtout par les pays organisateurs, parce que vous avez beaucoup de pays qui veulent organiser cet événement pour lequel la FIFA a un monopole, quoi. Donc elle a le monopole de cette compétition-là. Un monopole à la fois politique et économique. La FIFA pour la Coupe du Monde, elle a un monopole. Donc après il y a un système d'enchères qui donne l'organisation d'événements à un pays, et c'est surtout le pays qui assure les coûts. Par ailleurs, c'est comme une des rares compétitions où les joueurs acceptent de jouer pratiquement gratuitement. C'est les clubs qui payent. Donc effectivement, la FIFA, on va dire, la FIFA génère de l'argent comme ça, et effectivement à travers aussi comme les clubs, à travers les droits télé, les revenus commerciaux. C'est-à-dire que là, c'est de l'ordre à peu près, on va dire. En Russie, c'était de l'ordre de un peu plus de 5 milliards d'euros qui a généré la compétition. Et là, on parle de un peu plus de 7 milliards, etc. de dollars. Très bien. Alors, l'aspect marketing, justement, est considéré comme l'un des piliers de la chaîne de valeur du football. Alors, comme tout produit, il faut bien entendu le vendre sous des formes multiples, qui plus est. Est-ce que les budgets qui lui sont consacrés aujourd'hui sont justifiés au vu du potentiel et de la popularité du football? Je pense que… Alors ça, c'est surtout… du côté de Manchester City, par exemple, on voit bien qu'effectivement, le problème en économie, je disais tout à l'heure au début de l'interview, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut dire que finalement, l'économie du football
génère assez peu de revenus par rapport à tout l'enthousiasme et l'intérêt qu'il suscite. Et donc, c'est vrai que, voilà, donc c'est-à-dire que les clubs récupèrent assez peu de tout l'intérêt qui est généré par le football. Et là, ça fait écho à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, vous avez le sport le plus populaire du monde, donc forcément qu'à travers toute la visibilité, que peut avoir le football, tout ce que, étant donné que, voilà, en Russie, vous aviez à peu près 3,5 milliards de personnes qui ont regardé au moins une minute de la Coupe du Monde. Je ne sais pas ce que ça donnera cette année, mais quelque part, on voit bien que le potentiel les retombées économiques d'un tel événement, c'est vrai que c'est un peu colossal, mais finalement, ce sera assez peu. Il y aura qu'une toute petite partie qui sera récupérée par très bien, monsieur Arondet. D'un côté les instances du football ou les clubs de football. Oui. Très bien, merci. Cette émission touche déjà à sa fin. Merci à vous, Luc Arondel, d'avoir si brillamment répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi les pros de l'écho. Vous revient dès la semaine prochaine. Excellente soirée sur Al24 News.